débattre, surtout dans le monde de la technologie, que je me suis concentré principalement sur me renseigner sur les technologies du cloud. Et sur depuis quand on a commencé tout ce qui est écologique et tout ça. Depuis quand on a commencé à s'intéresser et à parler de ça, d'écologie. Donc je vais faire un petit peu mon écran pour vous montrer une petite frise. Alors attends, Vous partagez comment bien fonctionner. il fonctionne, mais il faut juste que je clique dessus pour qu'il soit visible. Voilà, c'est bon. Oh, il fait ça bien, il fait ça bien. Ouais, je fais ça bien, je fais le bon élève bien studieux. On a eu en 1969 une explosion d'une plateforme pétrolière à Santa Barbara et ça a causé plusieurs événements dans l'histoire. C'est ce qui a déclenché vraiment les premiers gros mouvements écologistes avec le Jour de la Terre 1970. Alors, concrètement, le Jour de la Terre 1970, c'est à l'initiative d'un sénateur, je vais vous retrouver le nom, un sénateur qui s'appelle Winston Gaylord Nelson. Je vais le mettre dans le chat Twitch pour ceux qui veulent le rechercher. Qu'est-ce que c'est exactement le Jour de la Terre 70? T'as la possibilité de passer en plein écran, s'il te plaît, pour que ça soit un peu plus grand, parce que le texte est à peine lisible chez moi. Alors, ça charge, on va voir. Il dit... Attends, ça vient. Ouh, magnifique. Magnifique. Ouh, la technologie. ça doit être un peu mieux, effectivement. Ouais. Donc, le texte est un peu petit parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'essaye de condenser. Ouais, c'est mieux, c'est déjà mieux. Donc, donc ça a déclenché le Jour de la Terre de 1970 avec près de 2 tiers des Américains qui ont été réunis, que ce soit les républicains, les démocrates, les ceci, les cela. Il y avait vraiment tout le monde qui était réuni autour du Jour de la Terre. C'était la première grosse prise de conscience qu'on peut juger de l'humanité autour de ça et ça a déclenché des mouvements en France. On peut noter aussi 1992 où il y a eu les premières conférences des Nations Unies sur l'environnement humain à Stockholm, avec une adoption de 26 principes et plans d'action contre la pollution. Donc on voit bien qu'il y a eu un élan dans les années 80 jusqu'à même 82 avec les législations et les premières directives Céveso écologiques pour protéger notre environnement et pour soutenir une cause pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et éviter de faire trop de la merde. Excusez-moi du terme. Mais on va y revenir après. Dans les années 2000, finalement pas grand-chose de nouveau, à part peut-être le protocole de Carthagène qui a été fait en Colombie sur la prévention des risques biotechnologiques. C'est tout ce qui touche sur une prothèse par exemple du bras, comment est-ce qu'on va la faire évoluer et tout ça. Ça présente un risque et il faut des normes et des règles pour nous protéger de la pollution que ça peut engendrer, de l'impact environnemental que ça peut nous protéger. Et il y a eu aussi de nouveau un accident où il y a eu en Roumanie, en Hongrie, un déversement accidentel de 100 000 mètres cubes d'eau contenant du cyanure dans un afflux de la Lisa. Ce qui a engendré, vous imaginez, une catastrophe mondiale, puisque c'est arrivé jusque dans la rivière, jusqu'à la mer, ça a causé, jusqu'à la mer Noire, pardon, les Nations Unies, et ça a été une catastrophe pour la faune et la flore. Alors, mais clairement, on a fait quoi et où est la solution? On a voté des lois pour être plus vertes en termes d'énergie, pour protéger mieux notre environnement, mais aussi pour consommer, mais on a aussi d'un autre côté consommer plus pour produire moins. Alors ça peut paraître assez contradictoire, mais finalement, toutes les recherches qu'on a pu faire jusque dans les années 70 ont conduit à produire 10 à 15 fois plus, alors qu'on avait dit qu'on essayait de protéger notre monde face aux pollutions. Et la pointe écologique maintenant, c'est la même que dans les années 70. On pourrait remonter plus loin dans les années 1668, si je ne dis pas de bêtises, ou 69, avec tout ce qui est eau et forêt, les premières lois eau et forêt. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de technologie verte, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. On peut se poser plusieurs questions. Est-ce qu'une technologie verte est une technologie qui consomme moins? On voit que pas forcément, c'est une technologie qui peut consommer différemment. Une technologie qui consomme ou qui produit des énergies renouvelables est aussi considérée comme une technologie verte. Une éolienne est considérée comme telle. On peut aussi parler d'une technologie qui apporte une solution à la crise écologique majeure. Je sais pas moi, un panneau solaire, c'est une technologie qui répond à un problème écologique du moment. C'est aussi une réflexion sur les technologies du moment qu'on va utiliser pour produire plus vert. Si on parle un peu Microsoft Azure,
Alors, j'aime bien Azure parce que j'aime bien cracher sur Microsoft et en parler avec beaucoup d'intérêt. Microsoft ont dit, bah nous, pour notre cloud, il faut savoir que le cloud, c'est ce qui pollue le plus. Actuellement, les productions de cloud a dépassé en émissions de CO2 le transport aérien. Et Microsoft Azure a dit, on va mettre en place des data centers verts. Un data center vert, c'est un data center qui va consommer des énergies vertes, c'est-à-dire des stations solaires et la mise en place de serveurs intelligents. Donc un serveur intelligent, c'est un serveur qui va s'adapter à la demande de l'utilisateur. Si par exemple Monsieur Osborne, qui est ici présent, a besoin de 300 000 serveurs, bah, il aura ces 300 000 serveurs. Mais derrière, Monsieur Tout-le-Monde, qui en a besoin que de 10 serveurs une fois par mois, bah, ces 10 serveurs vont être utilisés pour autre chose en attendant qu'il en ait besoin. Ça veut dire aussi rendre les produits de plus en plus, rendre les produits de plus en plus disponibles, de plus en plus non figés dans le temps, si je puis dire. On parlait de station solaire tout à l'heure. Bah, la station solaire, on voit que c'est finalement pas une solution. Parce que son rendement, il faut des grandes surfaces. Ça nécessite beaucoup d'eau à la production. Et son rendement n'est pas vraiment très bon, très en sa faveur. Les ressources en eau sont nécessaires pour produire les cellules photovoltaïques. Une cellule photovoltaïque consomme 10 litres d'eau à produire. Ce qui est juste gigantesque, surtout quand on sait que pour qu'elle soit suffisamment efficace, pour que ce soit rentable de les produire, il faut des litres d'eau que nous on a besoin pour boire et pour notre alimentation, pour produire de la viande, du foin, de l'agriculture, même si on a plusieurs types d'eau différents. En plus, une fois qu'on les a produits, bah, comment est-ce qu'on les recycle? On ne sait pas le faire. Ou du moins, c'est des solutions qui coûtent très très cher. On peut dire aussi l'éolien, même problème. C'est de la fibre de verre pour les fabriquer, ça coûte très très cher à fabriquer. Difficilement recyclable, la fibre de verre, on ne sait pas la recycler actuellement. Il faut changer l'huile et les réparer, et finalement, bah, il n'y a pas une grande rentabilité, puisque pour une éolienne qui fait 180 mètres de haut, on a besoin d'à peu près 8 kWh. Produit à peu près 8 kWh. 1000 kWh, pardon. Ce qui fait même pas assez pour faire cramer le data center d'OVH. Par exemple. Donc ça veut dire que pour produire suffisamment d'énergie pour un data center d'OVH, il faudrait un champ de l'équivalent de la surface de Paris, si je me souviens bien des chiffres, en éolienne pour pouvoir nourrir un data center. Et encore pas tout le temps, puisque on n'a pas une rentabilité constante comme on peut avoir avec du nucléaire. On peut parler aussi d'hydraulique. C'est vert l'hydraulique, on produit avec la force de l'eau. Bah, on ne sait pas mesurer l'impact qu'on a sur la faune et la flore. On dit bah ça pollue pas chez nous, ça pollue pas à la surface, on le voit pas, c'est caché. Bah finalement, on s'aperçoit bah si ça pollue. Donc finalement, il nous reste le nucléaire. Microsoft Azure, comme cloud, s'est dit très bien, bah, puisque les gens ont peur du nucléaire, on va jouer sur un argument marketing qui est de dire on va produire de l'énergie verte, on va faire des recherches dans l'énergie verte, et grâce à un programme chinois, américain et des financements des entreprises comme Microsoft et Google, on a réussi à rentabiliser le nucléaire et à faire de cette énergie fossile une énergie verte. Pourquoi? Aujourd'hui, recycler le nucléaire, c'est très compliqué, mais on sait le faire. C'est très très cher. On sait recycler 99% des déchets nucléaires. On ne le fait pas trop cher. Par contre, grâce à un programme, grâce à des recherches chinoises menées en 2010 à 2011, on sait produire des centrales à fusion. C'est-à-dire que au lieu de détruire un noyau d'uranium, on va fusionner nos déchets de façon à produire de l'uranium. À quelle fin? Produire plus d'énergie, être plus rentable. Ouais, mais on a toujours cette problématique derrière de on a besoin de produire du CO2 pour pouvoir produire cette énergie. Donc finalement, on peut se poser un débat. Quelles solutions en tant qu'informaticien ou que futur informaticien pouvons-nous mettre en place afin de limiter et de réduire notre impact environnemental, surtout dans les domaines du cloud qui polluent le plus? Notamment si moi demain je suis chez Azure, comment est-ce que moi chez Azure je peux dire à mon client bon bah voilà vous consommez tant et vous pouvez réduire vos coûts en faisant ces étapes-là. Moi en tant que futur informaticien je peux aller dans cette direction-là par exemple. Déjà première chose, juste en partant sur le cloud, tu consommeras moins que si tu achètes des serveurs. Au niveau de ton empreinte carbone. C'est-à-dire que tu vas déjà rentabiliser. Le but du jeu du cloud, c'est d'avoir du matériel qui est à disposition et qui va être mutualisé.
Donc plutôt que chacun ait son petit serveur à la maison, son petit serveur avec sa propre consommation électrique, avec sa propre climatisation, ce serait pas mieux un petit peu, tu vois, les transports en commun? Pourquoi c'est mieux de prendre le bus que chacun sa voiture? Puisque tu Mhm. mutualises ton centre de coût, si je puis dire. Bah, là, ça va être exactement la même chose avec le cloud. Le cloud, c'est le bus de l'informatique, si tu veux. Et concrètement, dans les solutions pour le bus, pour avancer green, si je puis dire, au niveau des recherches qui sont faites du côté Microsoft, je sais pas si tu as vu par exemple, comment il s'appelle déjà, le projet Nautica. C'est Nautica? Oh, je sais plus. Oui, Euh, oui, oui, les, c'est Projet Nautica. les data centers qu'on immerge, et pareil, les data centers qu'on va essayer de foutre dans l'espace pour juste en fait cette particularité de pouvoir réduire à max les coûts et l'empreinte carbone. On a déjà fait des conneries au niveau des data centers. Alors c'était à l'époque de MSN déjà. On avait mis tous les data centers de MSN à côté d'une zone inondable. Très bonne idée. Le but du jeu, c'était de prendre la petite prise de risque en se disant, simplement avec l'économie qu'on va faire en se mettant à côté d'une chute d'eau, réserve d'eau si tu veux bien fraîche qui arrive, qu'on fait parcourir dans le data center et qu'on rejette, ok, il y a forcément un impact, j'allais dire, au niveau du petit réchauffement qui va être produit, mais ça Mhm. permettait déjà simplement d'un point de vue coût de réduire drastiquement finalement la facture au niveau de ce data center et d'avoir une empreinte, j'allais dire, relativement limitée par rapport à une climatisation à la con, où tu dois fabriquer ton air froid et que ça effectivement ça pollue. Donc finalement, tu vois, il y a pas mal de trucs que le cloud te permettra, et l'avancée finalement à filer des thunes à des constructeurs comme Microsoft, Amazon ou Google, bah finalement c'est dans tout leur intérêt, c'est de pouvoir justement réduire cette facture et de réduire l'empreinte carbone, tu vois. Donc chose que toi, à la maison, tu seras juste incapable de faire, quoi, à part mettre ton serveur sur le balcon, quoi. Ou dans le frigo. Ouais. Même pas, puisque ton frigo il consomme à balle, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr, mais il y avait un mème sur ça qui disait, finalement, vaut mieux jouer sur le cloud que jouer sur, les ordinateurs et notamment quand je construis un site web, moi, maintenant, je me pose là toujours cette question-là: est-ce qu'il faut une API puissante, c'est-à-dire qui est scalable et ultra puissante, construite en Elixir ou en Drogon, qu'on héberge sur le cloud, ou plutôt, avoir une API qui est pas très puissante et qui consomme plus sur le long terme, beaucoup, ou une c'est des questions comme ça, je n'ai pas la réponse. Bah, encore une fois, c'est assez rapide à répondre. C'est-à-dire que le plus simple, c'est franchement de consommer un maximum tout de suite. Et que ton truc, on s'en serve plus après et qu'on puisse réallouer j'allais dire, la puissance de calcul à quelque chose d'autre. Le problème, c'est que quand tu te retrouves à être Google, Facebook ou n'importe quoi et te récupérer un maximum de requêtes absolument en permanence, tu peux pas traîner. Par exemple, si je te parle de requêtes, on va parler des requêtes simplement pour un chat. Tu vas pas attendre d'avoir un truc complètement asynchrone. Toi, tu veux ton message absolument complètement tout de suite, tu veux ta petite notification tout de suite. Donc le but du jeu, en fait, c'est y a pas à calculer. Le but du jeu, c'est d'avoir pleine puissance maintenant que t'aies ta réponse et hop, qu'on passe à autre chose pour pouvoir justement vider le queue. Tu vas pas pouvoir étaler. Nous, on a quand même notre besoin d'instantanéité et tu peux pas te permettre d'attendre, quoi. Les trucs qui ont besoin de queue, ouais, les mails, quoi. Mhm. Mais aujourd'hui, il y a plus grand-chose finalement à part tout ce qui va être IoT pour la remontée d'informations, pour avoir des insights, faire du reporting, où effectivement là tu vas pouvoir, j'allais dire, faire attendre pour avoir des remontées. Par exemple, là je bossais sur un petit dossier où justement j'avais des questions comme ça au niveau de la fréquence de remontée des informations, par exemple au niveau de Intune, pour tout ce qui était inventaire d'applications. Là, faire de l'inventoring, tu vois, en mode tiens, quels sont mon parc applicatif est composé de quoi aujourd'hui, toi? Et en gros, nous, on fait des remontées pour, par exemple, les Universal App, ça va être, je crois que c'est toutes les 7 heures et c'est tous les 7 jours pour les applications euh, installées à partir d'un MSI. Bon, bref, tu vois, c'est des trucs où on fait pas de l'instantané dès que le truc a été installé, on va collecter. Et pour collecter sur une semaine et envoyer une petite information pour dire s'il y a eu un update ou pas. Sur des trucs comme ça, effectivement, l'instantanéité, t'es pas obligé. Pour tout le reste, c'est compliqué de te dire tiens, je vais coder un peu comme une merde pour étaler mon truc, pour faire du truc séquentiel, autant paralléliser tout de suite et puis hop, tu vires la ressource et tu laisses la place aux autres si tu veux. Ouais. Donc du coup, ce que tu me dis, c'est que tu préfères polluer à balle maintenant Ouais, que étaler ta pollution. ça dépend de ton trafic.
C'est-à-dire qu'il faut bien considérer que si, admettons, tu as une semaine de boulot à, je sais pas, par exemple, Météo France. Météo France, quand ils ont une carte, c'est des terras et des terras pour une image satellite. Tout ça, il va falloir faire de l'analyse de plein de choses qui vont être dessus. Déjà, étaler, non, puisqu'ils auront besoin d'un résultat relativement rapidement. Et le fait de pouvoir faire ce résultat rapidement, ça leur permettra de passer à autre chose, d'être dans l'actualité et de pas justement, j'allais dire, monopoliser les ressources au niveau d'un data center, toi. Donc, le but, c'est de juste faire en sorte de faire one shot et basta. Par contre, faut pas faire one shot en mode tiens, je vais prendre 10 ressources. Bon, les ressources, pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça peut être des processeurs, de la quantité de RAM, de la puissance de calcul en règle générale ou une machine virtuelle. Tu vas pas te dire tiens, je vais mettre des gigas de RAM à disposition si ton calcul finalement est tout petit. Donc le but du jeu, c'est de faire du on-demand par rapport aux différentes requêtes que tu as, et c'est toute la puissance du cloud, tu vois. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, pour nous, il y avait la partie Noël qui est arrivée. En fait, c'est un petit peu le jeu. C'est-à-dire que toute l'année, par exemple, un FedEx et autres Chronopost, et je sais pas qui est sur Azure, tu vas avoir une batterie de serveurs, tu vas avoir 10 serveurs qui fonctionnent toute l'année et qui remplissent très bien le rôle. Mais par contre, pour la période de Noël, tu as besoin de plus de trucs. Et tu vas pas te dire, vaut mieux que tu génères 100 machines virtuelles en plus avec 100 puissance de calcul pour traiter tout ça maintenant dans les temps. Et à la fin de Noël, hop, tu vires toutes ces centaines de serveurs dont tu n'avais pas besoin, mais que pendant une période donnée. Hop, ils ont tout traité, tu dégages le plus rapidement possible. T'as pas envie que ces serveurs, ces ressources que tu as demandées, elles soient, j'allais dire, encore monopolisées jusqu'au mois de février, quoi. Au-delà du fait que personne n'aura eu ses cadeaux à temps, quoi. Tu vois l'idée? Je vois l'idée. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres scénarios où ça porte, où il y a d'autres intérêts, mais bon, là, comme ça, j'avoue que je ne les vois point. Et toi, Lemmings, qu'est-ce que tu fais pour la planète? Dis-nous tout. Alors, déjà pour la centralisation, dans mes plans. je vais faire un petit peu l'avocat du diable. Tu disais que c'est forcément mieux de centraliser, par exemple, dans le cloud de chez Azure, par exemple, plutôt que d'avoir son petit serveur chez soi, ou d'avoir des serveurs dans les entreprises, pour résumer. C'est pas forcément si évident que ça, pour tout un tas de raisons, mais pour pouvoir vraiment trancher le débat, il faudrait d'abord parler de comment mesurer finalement tout ça, parce que finalement tout ça c'est bien beau, ce que tu disais avant par rapport à est-ce qu'il vaut mieux un algorithme, enfin pas un algorithme, une bibliothèque très complexe ou une bibliothèque moins complexe, plus basique et qui fait dans les deux cas le job, pour pouvoir répondre réellement à la question de qu'est-ce qui serait le mieux, faudrait pouvoir mesurer déjà, faudrait avoir une méthodologie. Sans méthodologie, on peut dire ce qu'on veut, on peut émettre des hypothèses, je peux vous dire moi je pense, et je vais te dire ce que je pense par rapport à la centralisation, c'est que admettons que j'ai mes serveurs chez Azure US et que tous mes utilisateurs ils soient systématiquement dans je sais pas, mes locaux de Strasbourg. Est-ce que c'est plus rentable écologiquement et économiquement d'avoir une énergie produite avec moins de pertes et acheminer directement localement, consommer localement, ou est-ce que c'est plus rentable de l'avoir chez Azure sur des serveurs qui certes sont mutualisés mais qui derrière il y a une certaine distance, un certain nombre d'équipements intermédiaires, un certain nombre de... Alors certes il y a de la mutualisation de partout, mais ça n'empêche que ça peut se discuter, rien que pour ça. Après, là où je peux pas, où on peut pas rivaliser pour l'instant, où il est difficile plutôt de rivaliser entre un vrai cloud ou même un data center professionnel comme du OVH ou autre, c'est que vu que eux ça leur coûte des millions et des millions d'électricité, de tout ce que tu veux, ils ont tout intérêt à essayer d'optimiser au maximum la consommation de ressources à grande échelle. Donc fatalement, ils vont essayer d'en tirer le plus de performance, le plus de tout ce qu'on veut, avec le minimum de ressources. Et donc ils sont dans une démarche que n'avait pas jusqu'à maintenant en tout cas le on-premise. Et pourquoi je fais ce petit débat, c'est parce que
J'aimerais bien d'ailleurs, ça pourrait être le sujet d'un prochain live, qu'on puisse essayer justement de travailler peut-être ensemble sur comment, quand on a des serveurs ou des équipements chez soi, essayer de réduire son empreinte chez soi. Parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse et justement, j'y pensais ces derniers temps. Justement, je me disais, tiens, je mesurerais bien la consommation électrique de mon mini data center, sachant que j'ai quand même 2 serveurs, un NAS, des switches, enfin un certain nombre de choses. Par exemple, dans les idées que j'aimerais bien creuser, mais que pour pouvoir déterminer si ça vaut le coup, faut les mesurer. Et j'ai pas pour l'instant ce qu'il faut pour mesurer. J'aimerais bien pouvoir mesurer quel est l'impact de couper un de mes 2 serveurs de virtualisation la nuit où normalement je n'utilise quasiment rien et garder que un des 2 et lequel des 2 serveurs vaut mieux que je garde allumé par exemple. Et est-ce que je peux scripter et automatiser l'allumage et l'extinction de ce 2e serveur par exemple. Des choses dans ce goût-là. Ce qui est fait dans des data centers type Azure, hein, clairement. Ouais, et puis il y a un autre point très rapide quand même à prendre en compte aussi par rapport au cloud. Alors, bon, tout se discute puisque effectivement les machines sont renouvelées, tout ça, tout ça. Donc effectivement, il y a quand même le coût de fabrication à prendre en compte. Mais il faut quand même considérer que tout ce qui va être processeur et le nouveau matériel, un processeur d'aujourd'hui, quand bien même il est beaucoup plus puissant, il consomme moins qu'un processeur d'hier. D'accord? Ça, faut juste en être conscient. La consommation a drastiquement réduit. Le fait d'être sur du nouveau matos, tu vas forcément consommer moins pour Alors, des personnes potentiellement Sur, écoutes. sur ce sujet, je vais parler un peu de mon processeur. vas-y, justement, j'ai un autre contre-exemple possible, mais vas-y, fais-toi plaisir. J'ai un AMD 32 cœurs. Oui, 64 forcément, ça Rider. consomme plus qu'un Pentium 4, quoi. Voilà. Oui, mais on n'est pas sur le même ratio de performance non plus. On est Et d'accord. pareil, c'est-à-dire que si on prend le premier disque dur d'IBM, où c'était une boîte comme ça pour avoir à peine 2 MB dessus, et ben je te dis, il consommait vachement plus que ce qu'on avait aujourd'hui. Ça, on est d'accord. Ça, clairement, il n'y a pas photo. Mais c'est simplement sur l'évolution. Effectivement, on peut pas faire du micro-truc de l'année dernière à celui-là par rapport à tel modèle, juste sur l'évolution. Sur l'évolution par rapport aux performances que tu as pour électricité, j'allais dire, équivalente. Ouais, il y a pas photo. On a tout, la miniaturisation, tout ce qui est métrologie est passé par là. On a juste des trucs de ouf. Ouais, mais par contre... Vas-y. C'est juste pour finir, quand tu es sur effectivement, quand tu es au niveau du cloud, bah justement, tu vas profiter de ces derniers processeurs de manière quasi permanente, si je puis dire, entre guillemets. Pas forcément systématique, mais quasiment quoi. Ouais, c'est sûr. Mais à contrario, sur des machines de il y a même 30 ans, il y avait un certain nombre de choses que tu pouvais faire quand même. Et tu les faisais pratiquement aussi bien qu'avec des machines d'aujourd'hui, mais en consommant sans doute beaucoup moins, parce qu'en fait c'était des machines beaucoup plus basiques et beaucoup plus simples. Alors certes, c'était peut-être moins beau, c'était peut-être des fois un petit peu plus lent, ça dépend de ce qu'on faisait, mais par exemple, l'exemple typique, un traitement de texte, est-ce que vraiment il y a une révolution entre un traitement de texte qu'on peut avoir aujourd'hui pour le commun des utilisateurs, hein, je parle, hein, parce que bien sûr, je sais bien qu'un traitement de texte moderne, tu peux lui faire des macros, tu peux lui faire 1 milliard de trucs de malade, mais pour un usage normal, quelqu'un qui veut faire, mettons, un journal, qui veut faire des lettres, qui veut faire n'importe quoi d'autre, est-ce que réellement ça a une utilité d'avoir un logiciel qui finalement consomme beaucoup plus de ressources que proportionnellement le faisait un autre logiciel, alors que finalement il apporte pas un service beaucoup plus grand. Je vais même enfoncer le clou sur ce que tu disais. J'ai l'habitude de voir quelques personnes âgées, d'aider quelques personnes âgées de temps en temps à taper des textes et des ceci et des cela. Et ce que j'ai constaté, c'est que la complexité des systèmes de maintenant sont faits pour être intuitifs pour les jeunes. Non, mais ça, pour les nouvelles générations, pour les très jeunes et les personnes âgées dans le cadre des personnes âgées, ils n'ont absolument pas besoin d'avoir autant de puissance que par exemple quelqu'un qui est en études d'informatique à Supinfo. Ouais, non, mais t'as entièrement raison. T'as entièrement raison. Après, le côté pour rebondir sur ce que disait Lemmings, sur la volumétrie, j'allais dire, du code qui est fait aujourd'hui par rapport à ce qui a été fait avant,
faut dire qu'avant, on était quand même sur des trucs relativement basiques. On partait souvent de l'assembleur x86 ou autre. Ton but du jeu, c'était surtout de optimiser à balle, parce que justement, t'avais pas de mémoire. Aujourd'hui, en fait, c'est un peu comme tout, hein. Plus on va te donner de place, plus tu vas la prendre, histoire de te mettre confort et de faire de moins en moins d'efforts sur finalement la consommation. C'est comme quand t'es riche, je vais laisser couler l'eau un peu plus que si j'ai un ballon d'eau chaude tout petit qui me donne juste 2 minutes pour me laver, quoi. Du coup, je vais optimiser et puis je vais me laver un petit coup sous les bras et puis voilà, c'est tout, quoi. Donc ma question c'est, est-ce qu'il faut sacrifier l'écologie au nom de notre confort? Que ce soit en informatique, en cloud, Non, il ne le faut pas. Non, mais Là, je après, dis c'est pas forcément revenons au forcément, c'est classique. au nom du confort. C'est-à-dire que typiquement, si ça tenait qu'à après, il y a le reuse, tu vois. Après, comment dirais-je? Si tu veux que j'allais dire l'humanité évolue, que effectivement tu puisses avoir des intelligences artificielles qui puissent aider un maximum de petits vieux parce que ils arrivent pas à marcher. Par exemple, ma mère, elle a un Google Home pour éteindre les lumières, la domotique, tout ça. Juste, tu vois, c'est juste un changement de paradigme par rapport à ce qu'on avait avant. Est-ce que les vieux, comment ils vivaient leur truc? Aujourd'hui, si je lui avais pas mis la domotique, le soir en allant au lit, elle pourrait même pas éteindre sa lumière, quoi. Tu vois, c'est des petits trucs cons comme ça. Donc oui, effectivement, moi je pense qu'il faut sacrifier l'écologie pour rendre service aux gens. Maintenant, il y a une part des choses à avoir et effectivement, il y a peut-être des choses complètement à optimiser. Est-ce que j'allais dire un Alexa ou une connerie comme ça ou un Windows qui va te faire des mises à jour, télécharger des mises à jour tous les jours, enfin pas tous les jours, tu vois, mais qui va avoir un maximum de communication sur Internet de manière permanente. Et est-ce que c'est bien nécessaire? Est-ce que le besoin d'instantanéité, tu l'as besoin pour absolument tout? Toi, c'est plus ça. Maintenant, ici, il y a quand même une demande, toi. Aujourd'hui, tu as Netflix, tu lances ton film, le truc, tu vois le rond qui tourne 2-3 fois, tu fais putain, c'est long. C'est sûr. Donc, si j'ai un développement. Donc aujourd'hui, quand si tu fais un développement et effectivement que tu as fait en sorte que ça soit, j'allais dire que ça se consomme moins, mais que ton application au final, elle est plus lente. Moi, une application lente aujourd'hui, ça me saoule, toi. Ah, mais c'est parce que t'as un Ouais, mais enfant. là, encore une fois, on revient. Regarder des films sur Netflix. J'avoue, je suis totalement coupable sur ce genre de sujet. Mais par exemple, quand on a une journée qui est un peu difficile, où on a des trucs à faire, j'aime bien regarder un film sur Netflix parce que ça me permet de me sortir de la tête et tout, mais c'est mon propre confort. Donc pourquoi est-ce qu'on n'arrêterait pas de regarder Netflix quand cela n'est pas nécessaire? Je te la fais rapide. Netflix, ça n'a pas été juste salvateur pendant le confinement. Je pense que ça a sauvé des vies, hein, pour au moins les Parisiens qui sont dans des 30 mètres carrés, 10 mètres carrés, voilà, des trucs comme ça, au moins t'as pas de jardin. Ouais, Netflix, quoi, tu vois. Et est-ce qu'il vaut mieux regarder Netflix ou est-ce qu'il vaut mieux prendre sa voiture et aller au cinéma? Ah, mais tu pouvais pas y aller. Non, mais c'était pour dire que finalement, dans ce cas de figure-là, je suis pas certain que le bilan écologique soit forcément en défaveur de Netflix. Ouais, je suis d'accord aussi, ouais, c'est vrai. Pas forcément, disons. Après, c'est sûr que dans l'idéal, le mieux, c'est de ne rien regarder. Mais il faut voir à quoi on le compare aussi après. Ou Après, est-ce que... dans notre enfance, on avait une empreinte carbone bien moindre que les jeunes d'aujourd'hui, tu vois. Oui, c'est probable, ouais. C'est pas probable, c'est certain. Tu me donnais un ballon de foot, il m'a fait 10 ans le truc. Il y a Gatien qui dit que pour les grosses boîtes, il faudra arrêter de renouveler inutilement son parc tous les 2 ans, alors que les machines sont encore adaptées, et stopper la destruction du matériel, ou redonner aux services publics, écoles, etc. Ou, dans tous les cas, effectivement, ne pas jeter le matériel. Et on essaiera d'inviter prochainement Inforéa, qui nous avait raid lors du dernier live, et qui fait justement ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il s'est donné comme mission d'essayer de réparer un maximum de matériel pour le recycler, lui redonner vie et le redonner à tous ceux qui en auraient le besoin ou le souhaiteraient. Ouais. En fait, juste pour rebondir, puisque du coup j'ai un peu la réponse de ça rapidement, sur tout ce qui va être effectivement, j'allais dire, turnover au niveau du matos. Par exemple, moi, mon PC, je le change, allez, en moyenne, c'est même pas en moyenne en fait, je le change tous les 3 ans. Tous les 3 ans, j'ai un nouveau PC. Ce qui n'est pas forcément nécessaire, mais tous nos PC en fait passent d'une sub à une autre.
Alors pas nous en France puisqu'on est riche, on a le budget, mais en gros, on va repackager tout ça et on va le filer à des ingés, des pays qui en ont besoin, tu vois, ou des associations ou des trucs, mais ce sera recyclé dans tous les sens. Il y a absolument rien qui est jeté. Le but du jeu, en fait, pourquoi on fait ça? Tout simplement que, à notre niveau, alors ça devient de moins en moins vrai, puisqu'à l'époque c'était vrai, sans aucun doute. C'est-à-dire qu'en fait, le besoin de performance te faisait gagner énormément de temps. Je dis ça par exemple quand tu compiles quelque chose. Si admettons ton nouveau PC te permet d'économiser 20 minutes par jour en niveau de temps d'attente, bah à la fin de l'année, bon, je vais pas faire le calcul de tête là tout de suite, mais ok Google, 20 minutes, 20 fois 365. Excusez-moi. Ah bon, il a rien compris. Ça, j'ai fait des reculs pour rien, c'était de la police. Essaye Cortana 20 fois 45, peut-être ça marchera mieux. Mais ça te revient en gros, c'est simplement que tu vas économiser, ouais, voilà, bah tu fais 2 fois 360, tu vas économiser 700, 900. 900 et des bananes de trucs, qu'importe. C'est simplement que tu vas économiser un maximum de minutes et que du coup, rapporté au salaire de l'employé, tu te dis, bah en fait, ouais, si, j'économise. Il y a pas photo. Ah mais Pour économiquement c'est rentable, c'est clair. Et écologiquement, du coup, à voir, mais du coup, tu vas faire produire plus en moins de temps. Mm. Après, à voir si c'est une bonne chose de produire plus. Toujours Et pareil. donc, là, on se rend compte que grâce au problème de confinement qu'on a eu, comment formuler la chose? On s'est rendu, vous m'avez dit que grâce au problème de confinement, on a augmenté la dose de Netflix, mais vous pensez pas que ça relève aussi à une forme de problème de société beaucoup plus profond et beaucoup plus intime, Ah oui, mais que ça, en tant finalement, que tu vas rien que changer. ce soit l'écologie ou la production, ce ne soit qu'un syndrome d'une société qui tend à se suicider? Oui, clairement, mais ça a rien à voir avec l'informatique. T'es d'accord? Comment, au niveau de l'informaticien, tu pouvais changer les choses? Et bah, au niveau des choses que tu peux changer, bah, en fait, tu changeras rien du tout si t'as pas des applications performantes. C'est-à-dire que tu nous codes une application de merde qui change le monde, personne ne la prendra. Parce que c'est trop lent. Tu prends Ecosia, par exemple, les résultats de recherche, c'est pas forcément dingue. Ils étaient hébergés chez Azure. Bon, bah, niveau pollution, c'est pareil, hein, tu peux planter un arbre, ta consommation, elle reste la même, hein. Toi, effectivement, après, c'est le problème de société, mais ça, nous, on va pas le changer à notre niveau, là, tout de suite. On peut le changer en tant qu'être humain, mais pas en tant qu'informaticien. Oui, bien sûr. Bah non, on doit pouvoir faire des choses, par exemple, des exemples tout cons qui sont pas encore rentrés dans les mœurs. Et même moi-même, en te le disant, tu vois, je me dis, c'est une raison de plus pour présenter ça au client. J'ai un client. On utilise la technologie fault tolérance de VMware. C'est vachement bien comme technologie. Pour la faire simple, c'est qu'une machine virtuelle, au lieu de tourner sur un serveur, elle va tourner sur 2 serveurs en même temps. Mais il n'y en a qu'une des deux qui sera réellement accédée par les postes de travail. La deuxième, elle est en stand-by, mais elle fait exactement tout ce que fait l'autre. Donc elle consomme la même charge CPU, la même mémoire, le même disque dur, tout pareil. Et elle est prête instantanément à prendre le relais en cas de panne de la première. C'est génial sur le papier, c'est super. Par contre, si on n'a pas ça, qu'est-ce qui va donc en cas de panne, évidemment, le gros bénéfice, c'est que si j'ai une panne qui n'arrivera probablement jamais, et je vais pas perdre de temps et je vais redémarrer immédiatement. Si j'ai pas ça, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir ma machine virtuelle qui va s'arrêter sur le serveur en question, puisque le serveur est cassé. Par contre, elle va repartir automatiquement sur le deuxième serveur qui était dispo. Et lui, il va reprendre, et elle va redémarrer au bout de 3-4 minutes. Donc, est-ce que les 3-4 minutes d'attente, entre guillemets, et de perte de production, bon, bien sûr, tout dépend quel est le type de production derrière, mais est-ce que ces 3-4 minutes vaut pour la planète le coût de cette ressource consommée finalement inutilement? Non, mais Moi, après, je vais te- après, je peux je vais répondre très... Attends, excuse-moi, Cyprien, sinon je vais le zapper, c'est sûr. Si t'es une banque, ta minute, elle te coûte des millions. Fin, t'as rentabilisé le fait que ta VM, elle tourne sur nos trucs. Ça dépend encore du contexte économique. Et comme il dit Cyprien depuis le début, bah en fait, c'est juste un problème de société. Si on est prêt à perdre de l'argent qui n'existe pas, au lieu de pomper pour rien, bah effectivement, c'est mieux, tu vois. Mais pour une entreprise dans le mode purement capitaliste, oui, ça vaut le coup.
Alors, il y a Elodie Léo qui dit que les renouvellements de parc de beaucoup d'entreprises, elles donnent effectivement. Alors ça, c'est surtout vrai dans les grosses entreprises, hein, quand même. Hein. D'un passage, au bout de 3 ans, il a plus les mêmes performances par rapport à un usage perso. Oui, c'est pas complètement faux. Dans le Twitch en live, ça éviterait de lire pendant 1000 ans. De quoi, pardon? Je demandais si Hello, elle voulait pas venir directement dans le live, on gagnerait du temps. Bon, en tout cas, au moins ça fait la Pardon? En plus, je sais que Hello, elle fait caca partout pour faire du compost. Après c'est pour l'interactivité avec le chat aussi, donc c'est pas plus mal, mais de toute façon, ce qu'elle dit, j'aurais pu également le dire. C'est que qu'effectivement, au-delà, pour les entreprises, la raison pour laquelle le matériel est renouvelé régulièrement, ce qui n'est pas forcément une bonne raison, mais d'une raison raisonnable d'un point de vue d'une entreprise, c'est que ça coûte cher d'avoir un salarié qui peut plus travailler parce que sa machine tomberait en panne. Donc plutôt que d'attendre que ça arrive, on préfère renouveler le matériel plutôt que de se retrouver à avoir le risque qui augmente au fur et à mesure des années que le matériel tombe en panne. Mais j'ai des contre-exemples aussi, c'est que par exemple typiquement des serveurs, on se dit combien de temps on peut garder un serveur. J'ai un client, on s'est rendu compte cette semaine, ça fait 16 ans qu'il a son serveur. Et il tourne toujours. Ouais, mais justement, est-ce que ce même serveur avec du nouveau matos, il consommerait pas moins? Et ça c'est la vraie bonne question à laquelle j'aimerais bien essayer de répondre en ayant des mesures, en faisant des mesures. Et des mesures concrètes sur un usage réel et sur un usage sur une période permettant de l'évaluer. Alors son activité c'est de la santé et en plus c'est ultra critique comme serveur. Bon, après on passera sur le fait que derrière ils ont pas de sécurité dans ce cas de figure, mais ça n'empêche que ça prouve quand même qu'un serveur peut être très robuste, ne pas tomber en panne pendant une durée aussi longue que ça. C'est quand même quelque part impressionnant le matériel en fait, cette machine là que j'ai dans les mains là, elle a exactement 30 ans. Il s'allume comme au premier jour. Ce qui veut bien dire que le matériel c'est quand même relativement solide au final. Ouais, après c'est vraiment le ratio consommation, quoi. Avoir un vieux truc, par exemple, c'est un peu, moi je vois un peu ça comme d'avoir gardé une mine à charbon, tu vois. T'as ta mine à charbon où tu peux avoir du nucléaire. Effectivement, ça va coûter d'avoir le nucléaire, mais sur la fin, effectivement, t'as une empreinte carbone qui est bien moindre, quoi. Ouais, mais derrière, Non, mais juste, je vais un peu embêter sur ça. Est-ce que si t'as pas la recherche du nucléaire, est-ce que le coût de production du nucléaire vaut le coût de charbon pour tout ce qui est extraction, purification, enfin raffinerie du nucléaire, et ceci et cela pour le nucléaire avant de pouvoir lancer notre noyau nucléaire et pouvoir pouvoir réduire notre empreinte, n'est pas supérieur à 10 ans de production d'électricité avec une centrale à charbon. Ouais, mais pour le charbon, faut l'extraire, faut exploiter des gens. Derrière, tu as de la pollution en termes de camions, tu as de la pollution en termes d'essence, enfin encore de l'énergie fossile. Tu as Non, tu vois, sur la finalité, tu vas te retrouver avec quelque chose de beaucoup plus propre sur la finalité, quoi. En tout cas, ce qui est sûr... T'as des risques que ça explose, et là, effectivement, on n'est plus sur le même bail. Mais disons que ça marche, tu vois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est des sujets qui sont extrêmement complexes si on doit prendre en compte la totalité des paramètres. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a personne qui est venu en disant « Attendez, moi j'ai une solution magique, ou magique ou pas, hein, mais une solution qui fait l'unanimité pour réduire la seule solution pour l'instant qui fait l'unanimité, c'est de dire que par exemple si je veux réduire si je veux faire quelque chose pour la planète, il faut réduire sa consommation à la source, c'est-à-dire que je dois moins consulter de Netflix par exemple, je dois éteindre ma lumière, je dois faire tout ce qui est de bon sens, on va dire, pour éviter est-ce que j'ai vraiment besoin, par exemple, d'un traitement de texte, ou est-ce que je peux pas avoir une machine à écrire, par exemple? C'est une question
qui peut paraître absurde, mais ça peut être une des options. Ou est-ce que je peux pas écrire sur papier, par exemple? Enfin voilà, ça peut se discuter. Et derrière, je vais même plus loin. Est-ce que si je dois créer un site web pour un client, est-ce que je vais utiliser du PHP qui fait des sites web dynamiques ou du Java pour une application? Je vais essayer de faire une application statique web qui va consommer moins en énergie, qui va polluer moins. Ah bah si tu peux faire du statique dans tous les cas, c'est mieux. C'est mieux. Donc, D'un point de vue performance, il n'y aura pas photo, et d'un point de vue consommation, il n'y aura pas photo non plus, et d'un point de vue simplicité pour coder, ce sera encore plus simple. Donc tu gagnes du temps à tous les niveaux. Donc effectivement, fais une page statique si tu peux. Un panneau publicitaire, voilà, c'est bien. Donc, ma question est la suivante, c'est est-ce que durant les cours, quel que soit, est-ce qu'il faut mieux éduquer nos élèves, et je m'inclus dedans, hein, à apprendre des langages comme le PHP, le Java, le ceci, le cela, alors qu'on peut apprendre à nos élèves des langages verts, entre guillemets, comme le JavaScript, le HTML, CSS, si on considère ça comme des langages, enfin, si on sort un peu des langages de programmation. Alors, le JavaScript, si tu veux, ça s'exécute quand même côté client. Donc toi, en tant que serveur, si je puis dire, qui a investi pour avoir du matos green, bah, en fait, tu exécutes du code sur peut-être un vieux Commodore. Bon, ok, bon, peut-être pas, mais qui va consommer de ouf. Donc est-ce que le JavaScript, c'est bien de déléguer à des gens qui n'ont pas la capacité d'être green? Je ne pense pas. De toute façon, dès qu'il y a marqué Java, moi j'ai du mal. Ouais, le Java c'est bien, moi je suis pour Java, mais c'est un autre débat. Mais dans l'absolu, pour répondre d'une autre manière à la question, c'est que je suis pas certain que faire une page statique soit forcément plus rentable écologiquement qu'une page dynamique, même si dans la théorie ça devrait être le cas. Parce qu'en fait il faudrait regarder de manière précise ce que fait les CPU dans les deux cas. Parce que sans ça, encore une fois, vu qu'on se base sur des outils tiers, qu'on ne sait pas exactement quels sont leurs comportements, comment chacun ont été optimisés, je suis pratiquement certain que si tu mesurais la consommation énergétique d'une page statique sur Apache, Nginx ou I2S, je suis pas certain que tu obtiendrais exactement le même chiffre. Alors, je vais juste faire mon petit relou, puisque je vais reprendre toutes les fautes d'orthographe. C'est 2 IS. 2 IS, merci. Et Azure, Cyprien, ça prend un E, puisque je te dois le dire depuis le début de ta présentation. Voilà. Bon, 2 IS, par exemple, je pense qu'il consommera beaucoup plus d'énergie. Bah, en fait, ça dépend, tu vois, par exemple, sur les... Ah, mais je te charrie. Hein. Non, mais oui, non, mais c'est bien possible. Hein, non, mais je prends tous les taquets sur Microsoft. Je suis là, je fais le pushing ball. Mais sinon, dans la vraie vie, on a aussi mais pour tout confondu, par exemple, je vais plutôt prendre le cas des bases de données. Les bases de données, tu vois, tu as des trucs intelligents, par exemple, à faire. Donc, plus tu vas mettre de choses en RAM, bah, finalement, moins tu vas consommer. Et plus ce sera rapide pour les utilisateurs. Tout ce qui va être dataset, table virtuelle qui va être préchargée dans la RAM. Et pour moi, finalement, quand tu vas faire des pages statiques et que potentiellement ces dernières sont en cache, bah en fait, tu vas avoir vraiment moins d'accès au niveau de faire tourner tes petits disques qui vont être derrière, les communications disque dur, RAM, CPU. Donc, sur la finalité, hein, tout ce qui va être dynamique, au final, ça va pomper. Tu vois ce que je veux dire? Bien vu, bien vu. Je suis d'accord. Sur la théorie, quoi. Et en dehors de ça, moi je vais faire l'avocat du diable et je vais me détruire mon propre argument. Vas-y, fais-toi plaisir. Je vais détruire mon propre argument. Si derrière j'ai une entreprise qui a besoin d'un service marketing, très bien, elle a son site avec sa boutique, génial. Par exemple, une boutique de jeans, on a beau avoir une API qui est ultra puissante, si notre site statique fait tout le temps des requêtes, est-ce que ça ne va pas consommer plus que si on faisait une seule grosse requête pour récupérer tous les besoins pour un client donné? Ou est-ce qu'il faut essayer encore une fois, de mutualiser et d'élargir la chose? Et donc, est-ce que le dynamique, dans ce cas-là, serait pas mieux? J'avoue que j'ai pas du tout écouté, j'étais en train de lire le chat. Je suis désolé, je te laisse. Pareil, il m'a perturbé avec ce qu'il venait de marquer, j'étais en train d'essayer de comprendre ce qu'il disait. Mais Je n'arrive pas à lire le chat.
Ouais, donc tu disais en dynamique ou en statique, c'est quoi le débat? Le débat, c'est si j'ai une grosse, si j'ai On une est vraiment des autres outil complètement minables. marketplace, Vas-y, attends, refais, je suis prêt moi aussi. si on fait une marketplace, Mhm. Ouais. est-ce qu'il faut pas mieux faire une marketplace statique? Il y a deux questions qui se posent déjà. Est-ce Comment qu'il faut tu fais pas mieux faire une seule grosse requête qui récupère toutes les données du client sur notre API? Ou est-ce qu'il faut essayer de faire plein de petites requêtes et essayer de mutualiser tous les clients de notre page statique, enfin de notre marketplace statique? Ou alors, est-ce que ça pollue finalement pas plus que notre site dynamique pour un marketplace? Ouais, je pense que le mieux déjà, ce serait d'avoir une marketplace où c'est les clients qui mettent à jour ta marketplace. Que tu aies des requêtes que quand t'en as besoin, que toi, t'aies pas besoin de solliciter des repositories à gauche et à droite pour mettre à jour ta marketplace, toi. Enfin, ça dépend de ta définition de la marketplace. C'est ce que j'allais te demander, qu'est-ce que t'appelles une marketplace? Un site marchand? Typiquement, Amazon, c'est un marketplace. Oui, oui. Donc Moi, Amazon, c'est des gens qui vont mettre à jour la marketplace. ce qu'on pourrait appeler aussi une boutique en ligne. Donc clairement, ce que font des Cdiscount et autres, clairement, ils font un maximum de pages statiques. Bien sûr, ils peuvent pas tout faire en page statique. Pour une raison toute bête, c'est même pas pour les performances et c'est pour tout simplement pour mieux encaisser la charge. C'est que du dynamique, ça consomme plus de ressources. S'il faut régénérer quelque chose que tu peux régénérer qu'une fois, autant le générer une fois pour toutes quand il change, plutôt que de le générer à chaque fois que t'en as besoin. Mhm. J'ai une question. Qui a une machine à écrire? J'avoue, on dirait un bruit de machine à écrire. Mais c'est pas chez moi non plus normalement, mais en tout cas je l'entends aussi. Ah non, mais c'était. C'est mon cofondant. Bah on dirait qu'il a une C'est machine à mes écrire. cofondants. Attendez, je vais. En fait, Sip, il a le bruit d'une machine à écrire, mais qu'il consomme. On a mis tous les Alors, Adèle, il va désavantages. se montrer, hein. Regardez, c'est lui qui fait tout ce boucan. Ah, bordel! Mais il est tout noir. On le voit Ah presque oui, pas. c'est Black Pepper. Et on peut. Si vous l'entendez, désolé, hein. Ah, on peut survivre. Mais est-ce qu'il produit de l'énergie pour alimenter ton PC quand même? Ça serait pas mal. Je suis obligé. Il peut pas produire, je te disais tout à l'heure en rigolant, je sais pas si c'était dans la caméra ou pas. Non, c'était pas. Il faut 6 kilos de crottes de coffond d'Inde pour produire 1 heure de batterie pour mon PC. Ouais, mais moi je pensais plutôt en courant, tu vois, dans une petite boule ou un truc comme ça, tu vois. Un peu gros. Ouais. Ah, bah, tu prends des autres boules. Là, on va s'attirer les foudres de toutes les associations antispacistes en exploitant les animaux pour produire notre énergie. Si spam, tu pourras directement claquer un arrêtez de polluer. S'il vous plaît. Bon, en tout cas, le débat est intéressant, même si clairement, je pense qu'on n'est pas les mieux placés pour pouvoir le trancher, même si je pense qu'on a donné des pistes de réflexion, et entre autres, moi je pense que, je pense qu'une des pistes les plus prometteurs, c'est pas tellement d'avoir une règle bête et méchante, par exemple, est-ce qu'il vaut mieux faire du on-premise ou plutôt du cloud, ou est-ce qu'il vaut mieux faire du statique ou du dynamique? Il faut surtout réfléchir à qu'est-ce qu'on cherche à faire, et quand on essaye de le faire, qu'est-ce qui est le plus efficace au moment pour l'usage qu'on cherche à en avoir. Alors c'est beaucoup plus complexe et on n'aura pas de réponse toute faite du coup, mais ça n'empêche que ça peut, je pense que c'est plus pertinent. Moi, je pense à titre perso, je pense qu'il faut mieux rester dans l'efficacité. Et c'est un peu l'efficacité qui nous permet de faire évoluer pas mal de choses, quoi. Après, ça dépend dans quel sens on met notre énergie aussi, quoi. Ouais. Oui, non, mais après ça dépend ce qu'on appelle aussi l'efficacité, parce que encore une fois, Là, par exemple, un truc complètement con. Toute la pollution qu'on a fait pour créer des processeurs de plus en plus puissants tout le temps. On prenait le cas d'une application, est-ce que Word, si ça va plus vite, c'est mieux, machin, bon. Effectivement, bon, c'est des vrais scénarios, mais si on voit juste un petit peu plus loin, par exemple, sur tout ce qui est intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, il y en a beaucoup qui vont se dire, oui, alors là, c'est mon Google Home, et des conneries comme ça. Oui, non, pas du tout.
C'est-à-dire que pour tout ce qui va être la recherche, tout ce qui va être analyse de tumeurs au niveau des poumons, au niveau d'une radiographie, échographie, qu'importe, c'est des choses simplement d'un point de vue médecine et durée de vie de l'humain qui apportent énormément, énormément, énormément. Et tu vois, par exemple, juste un scénario sur lequel j'ai bossé il y a quelques années, qui était l'analyse au niveau justement des tumeurs et de l'évolution des tumeurs sur des poumons. En gros, tu vas pouvoir filer des milliers de poumons de mecs qui ont une tumeur, donc slash un cancer, et dire tiens, ça c'est leur photo d'il y a 10 ans. Mais maintenant ils ont un cancer. Est-ce que ils ont un truc en commun? Ces 10 millions de personnes qui ont eu un cancer 10 ans plus tard, on a des photos de 10 ans avant, est-ce qu'on arrive à dire il y a un cancer? On arrive réussi à se dire tiens, à partir du moment où tu as 2 ans de tumeur, on arrive à le détecter en mode one shot pour une personne qui va potentiellement en mourir. Je dis 2 ans, mais là on a encore baissé. Et ce truc-là, en fait, quand tu vas prendre tes radios, tu vas pouvoir directement les uploads, ça va passer dans notre petit mécanisme qui fait que, au lieu qu'un putain de médecin prenne sa petite carte comme ça et soit à la loupe, oh, est-ce que je vois quelque chose? Non. C'est comme si tu prenais cette photo, tu la mets en 10 fois 4K et tu as une IA qui va tout analyser. Pourquoi un foutu médecin aujourd'hui, il n'est pas foutu de voir une tumeur sur une radio? Mais c'est parce qu'il n'a pas le temps. Il a pas le temps d'analyser pour tout le monde, en fait. Il a ses pauvres petits yeux, alors que tu peux complètement déléguer ça. Et encore, cette puissance de calcul pour pouvoir analyser, que ça soit la météo ou une radio pour détecter une tumeur naissante, si je puis dire, en fait, c'est des choses qu'on pourrait juste pas avoir si on faisait de l'économie d'énergie, entre guillemets, toi. Ah ouais, non, mais bien sûr, je pense qu'il faut pas opposer, enfin, pour l'instant en tout cas, je pense que ici personne n'est prêt à sacrifier le progrès complètement juste, enfin pas juste, mais pour protéger la planète. On espère tous pouvoir essayer d'allier à la fois le progrès et à la fois la protection de la planète. Mais est-ce que c'est possible? Personne n'est capable de répondre à cette question aujourd'hui. Mais est-ce que quelqu'un pourra nous y répondre un jour? C'est probablement effectivement une intelligence artificielle qui pourra analyser tous ces paramètres et pourra peut-être nous éclairer sur ce genre de problématique. Parce que l'humain n'est pas capable de traiter un volume aussi énorme de données comme tu le montrais sur l'exemple d'une image, d'analyse d'image ou d'autres. Il y a plein d'autres exemples évidemment. Et je pense que par exemple pour la consommation électrique, ça m'étonnerait pas, et d'ailleurs ça serait intéressant de vérifier, est-ce qu'il n'y aurait pas des modèles d'IA déjà chez Microsoft par exemple qui calculent justement la consommation et essayent d'analyser et d'optimiser tout ça? Alors pour le coup non, mais par contre on a bossé sur un truc assez rigolo avec un partenaire qui était c'était pour EDF, enfin pour GDF plutôt, qui était en gros GDF, leur question qu'ils nous posaient c'est est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que je dois acheter du gaz? Question con, hein. On fait comment ça? Et en fait, effectivement, ils ont commencé à nous faire rentrer pas mal de paramètres dans le truc. Alors, il faut savoir qu'il y a un petit quelque chose sur lequel. Alors, moi, j'ai pas bossé personnellement, puisque c'est complètement en dehors de mon scope, mais c'est sur SQL Server, par exemple, ou le cloud, hein, ça marche pareil. En gros, quand tu vas faire de l'analyse de données sur du big data, en gros, sur toutes les données que tu vas avoir tes petits modèles de données, et en gros, t'as tout l'historique de ton truc, et tu as une petite fonction qui est prédire. Donc en fait, tu peux étendre ton modèle dans le futur pour voir la tendance. Et ces tendances, en fait, elles vont s'appuyer sur toutes les statistiques. Par exemple, je dis des trucs à la con, hein, du réchauffement climatique, aux trucs politiques. Si, admettons, effectivement, en termes de voix, il y a plus de chances qu'il y ait un dictateur qui passe et qui coupe, qui fait une politique d'isolationnisme et qui va couper tous les débits, quoi. Et en fait, tout ça est en fonction de la chaleur, du réchauffement climatique, en fonction de la croissance de la population, en fonction de voilà tous ces paramètres qui rentrent dans pourquoi tu vas consommer du gaz ou tu vas faire chauffer ton logement entre guillemets. Et ben en fait, combien cet hiver, il va falloir que j'achète pour cette année quoi. Enfin, combien cette année il faut que j'achète pour cet hiver. Et voilà, c'était ça, de rentrer un maximum de paramètres pour faire de la prédiction, pour acheter au meilleur coût aux différents meilleurs fournisseurs qui sont sur le marché, en fonction de l'économie, la politique internationale, du climat, de ton évolution chez toi, de l'évolution chez eux, et de l'évolution des différents cours de marché, enfin, et bien d'autres variables, quoi.
Et ça, en tant qu'humain, tu peux pas te dire ah bah si, c'est là qu'il faut acheter. Là, je le sens bien, là. Là, c'est bon. Là, j'investis dans le Bitcoin. Donc, du Au-delà coup, de ça, ouais, effectivement, résoudre les problèmes de l'être humain, faut miser sur Skynet, quoi. au-delà de ça, le GIEC nous avait donné 5 ans pour changer nos mœurs, pour espérer avoir des dégâts réversibles sur la planète. On l'a passé, hein. On sait tous que les résultats du GIEC sont trafiqués, donc est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est meilleur que ce que l'on pense? Euh, Est-ce que tu penses sincèrement que le fait d'investir à balle et de polluer à balle dans l'IA et de risquer l'irréversion de nos dégâts sur notre planète vaut le coup, ou plutôt vaut mieux agir pour essayer de diminuer l'impact de CO2 et faire de l'IA plus tard? Non, mais tu sais quoi, si tu voulais vraiment sauver la planète, mais là on sort complètement du côté informatique, hein. Tu veux complètement sauver la planète, t'interdis les avions, t'interdis les trains, t'interdis la consommation, tu mets tout le monde à l'amende en mode vous restez chez vous, on consomme plus, tu refais un bon confinement pendant 10 ans, et ouais, tu peux commencer à espérer sauver quelque chose. T'interdis les figurines pop, les conneries du merchandising de Noël, t'interdis Noël d'ailleurs au passage, puisque c'est de l'achat forcé, entre guillemets, bah t'interdis tout. Et là tu te dis, ok, sauvons le truc. Si t'étais vraiment en mode on va tous crever, bah tu ferais le nécessaire pour pas crever. C'est comme quand moi j'ai de la bouffe, bah je vais bouffer comme un gros porc. Et quand je me retrouve en camping et j'ai une petite portion de survie et je me dis oh faut que je reste là une nuit de plus et que j'ai plus trop à manger, bah ouais tu vas te rationner. J'ai lancé un petit sondage. Est-ce que vous avez des projets d'économie d'énergie dans l'IT actuellement? Non, oui, en réflexion ou oui, déjà réalisé. À vous de jouer pour répondre. Et par rapport à Noël, juste je rebondissais parce que j'ai entendu l'autre fois un chiffre qui m'a surpris. Alors, de l'ordre d'idée, c'était que à peu près ça représentait à peu près 50% globalement nos Noëls à nous. On représente à peu près 50% de ce qu'on consomme énergiquement par an, pour la simple et bonne raison que entre la bouffe, parce qu'on fait des gros repas, les cadeaux, les déplacements pour aller voir la famille, etc. Tout ça mis bout à bout, c'est quasiment comme si, comme tout le reste de ton année, quelqu'un par exemple qui serait végétarien toute l'année, et ben s'il fait juste les fêtes de Noël, même sans manger de la viande à Noël, hein, ça change rien, et ben il va être plus néfaste pour la planète que s'il faisait pas Noël. C'est dingue. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de. Tu te dis, c'est fou, c'est dingue. Oui, mais après c'est juste des trucs logiques. On est juste dans des trucs de consommation complètement abusive. En mode, moi j'ai fait un Noël avec des potes en mode on s'achète des conneries. Bon, Ouais. nous, on a acheté une chasse d'eau à une pote, on a acheté que des trucs utiles. Mais je veux dire, entre guillemets, t'as tellement d'occasions. Moi, je peux parler de ma sœur ou d'autres crimineries qui va m'acheter des trucs. J'en ai juste pas besoin. Et en fait, je suis deck quand on m'achète des trucs puisque moi, quand je veux un truc, je l'ai ciblé. Et puis, voilà, je vais pas le renouveler. C'est un truc qui a une durée de vie, toi. Bah, comme tes pompes Xbox, quoi. Toi, là, tu peux te dire. Oui. Là, c'est un bon cadeau, c'est ça que je veux, machin. Mais toutes les fioritures, entre guillemets, des gens qui te connaissent pas à côté, bon, quand tu fais un gros repas de famille avec tout le monde, ou les cousins, ou les belles-sœurs, ou les trucs, et que tu te retrouves avec un maximum de merde, juste pour que t'aies un cadeau, franchement, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et tout ça, ça consomme à balle, tu vois. Je préfère rien avoir, hein, franchement. Mais après, ça dépend de la conscience de chacun. Tu vois, par exemple, ma sœur, elle préfère avoir plein de merde que rien avoir. Ouais, non, bah, c'est clair. Je te rejoins beaucoup là-dessus. Et je vais même aller plus loin. Je pense que faire vraiment un confinement, ça va pas arranger les choses. Ne serait-ce que, bah, par exemple, le mécochon d'Inde, je pense que sans les confinements et sans divers trucs à varier, bah, les circonstances dans lesquelles je les ai eus n'auraient jamais eu lieu. J'ai pas compris le quoi? Qu'est-ce que t'as eu? Mes cochons d'Inde, pour faire Ah, très t'es simple, on les a trouvés dans une poubelle. Et je les Ah ai bon? recueillis suite à le fait qu'on les a trouvés à la déchetterie. Ah ouais. Et ça prouve bien que s'il n'y avait pas eu toutes ces conneries de confinement, de Noël, de ceci, de cela, j'aurais peut-être pas pu les trouver. Et, il n'y aurait pas eu cette question, encore une fois, d'écologie derrière, finalement, bah, Noël, il faut mieux ne pas avoir de cadeaux, mais se retrouver en famille, que faire un truc ultra festif avec plein de cadeaux dans tous les sens. Ouais, je suis assez d'accord. Mais regarde bien, le fait que t'aies récupéré ces cochons d'Inde, t'as acheté une cage, t'as acheté des boules, t'as acheté des trucs pleins en plastique.
Non, j'ai récupéré la cage. Et j'ai récupéré la cage. J'ai à peu près tout récupéré sur la cage. Est-ce que ça aurait été pas plus économique un bon sac plastique et les mettre dans le fleuve à côté? Ouais, mais est-ce que toi tu considères, là on va rentrer sur le débat antispéciste, est-ce qu'on sort de l'IT ou pas? C'était pour te faire chier. Ah non, mais parce que là si tu me lances sur ce genre de débat, attention. Ah non, c'est un autre débat. Mais regarde ça pour une autre fois, faudrait quand même trouver un thème informatique là-dedans dans le meurtre des animaux. Mais ok. Alors, il y a un thème informatique, mais ça je lance pour une prochaine fois. Les masseurs à vaches. La vache. Tout ce qui est production de lait pour les vaches et tout ça. C'est Informatique et pourtant ça conduit bien à la mort d'animaux. c'est quoi le rapport avec l'informatique par contre? Attends, excuse-moi, j'ai pas tout bien compris là. Moi, tout ce que je sais, c'est que les vibromasseurs, ça me fait économiser du temps par rapport à. Voilà. Vas-y, va jouer. Et donc, du coup, je suis plus productif. Mais sinon. Tiens, chérie, prends ça. Va jouer. Rien ne vaut le fait maison, moi je dis. Mais c'est un autre débat, on s'écarte du sujet. Non mais moi je trouve... merci vraiment pour avoir lancé ce débat parce que je trouve que c'est intéressant. C'est effectivement des problèmes sur lesquels il faut qu'on réfléchisse tous, à chacun à notre niveau. Je sais pas quelle est la solution. Et je pense que malheureusement personne ne l'a aujourd'hui. Par contre, peut-être que chacun peut partager les pistes qu'il essaye d'avoir de son côté. Peut-être qu'on peut essayer de discuter des méthodes qu'on a suivies pour ces pistes. Peut-être qu'on aura d'autres participants qui pourront à terme rentrer dans le débat. Moi typiquement, comme dit, j'ai deux projets qu'avant que tu parles de ce live, j'avais déjà. Hein, c'est pas ça. Il y en a aucun des deux qui est réellement lancé. Le premier, c'est d'essayer de mesurer et de suivre plus en détail la consommation, en tout cas de mon IT, pas spécialement du reste de la maison, même si je la suis aussi, avec des outils de domotique et je le fais déjà en partie. Et d'essayer d'avoir des actions dessus pour mesurer l'impact que ça peut avoir et essayer de réellement de voir ce que ça peut faire. Et merci pour l'abonnement à Alex Info qui s'est abonné à la chaîne. Donc la deuxième des choses que j'aimerais bien faire, mais pour l'instant c'est un projet très vague et sur lequel à l'occasion si quelqu'un a des compétences et des connaissances, je suis très preneur. C'est que j'aimerais bien estimer qu'est-ce qu'il me faudrait comme installation solaire à la maison pour pouvoir alimenter toute mon informatique de manière autonome, y compris en hiver. Voilà. Et par rapport au solaire, je rejoins un peu ce que disait Cyprien. Alors du coup, je sais pas dans quelle mesure il est pour ou contre l'énergie solaire, mais c'est vrai que finalement, le fait de produire toutes ces petites les cellules photovoltaïques, bah finalement en fait ça consomme de ouf et ça effectivement tu peux juste pas le recycler. Et c'est un peu comme tout ce qui est électrique, tu sais. Tu dis, je relance un peu le truc vite fait, je suis désolé. C'est le mode effectivement sur l'électrique, les batteries électriques des voitures, tout ça. Tu te dis ouais, on est en train de. Est-ce que c'est pas mieux de finir de consommer ce qu'on a à consommer Je ne sais pas. Trop de questions, je vais mal dormir ce soir. Désolé. Je vais m'amuser à lancer un débat que j'avais eu avec mon père. Attendez 2 secondes, on a une remarque sur le chat et j'allais vous la faire. C'est faux pour les panneaux solaires, ils sont actuellement recyclables, ça y est. Et c'est pareil pour parce que on entend souvent aussi dire oui, les batteries de Tesla c'est bien joli, mais ça fait plein de pollution, ça se recycle pas, tout ça. Enfin, j'ai dit Tesla parce que c'est les plus en avance sur le sujet et que pour les autres je peux pas juger, mais c'est faux. On peut recycler actuellement les batteries. C'est quoi, c'est un nouveau mode de fabrication ou on a trouvé comment les recycler justement? Alors on a trouvé comment les recycler et maintenant je connais pas le sujet à fond la caisse, mais je sais pour l'avoir
vu à plusieurs endroits maintenant que dans les deux cas, il y a des solutions. Et que si c'est pas complètement parfait, ça va encore aller en s'améliorant. Donc c'est comme si on disait bon bah ça sert à rien de recycler le plastique, enfin de mettre le plastique dans les poubelles jaunes parce que de toute façon il n'est pas tout le temps recyclé. Bah oui c'est possible, mais ça n'empêche que c'est déjà un début d'essayer et au fur et à mesure ça s'améliore et au fur et à mesure il y a des choses qui bougent. Donc il faut pas rester sur... Là, je vais faire l'avocat du diable sur le plastique et tout ça. On nous avait inventé des sacs en plastique qui se dissolvaient plus vite dans la nature et qui disparaissaient totalement dans la nature. Sauf que quelques années après, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est aperçu que ça créait des microbilles de plastique dans la nature et que ça empoisonnait nos poissons et que ça nous rendait directement malades et que ça avait augmenté dans certaines régions du monde le nombre de cancers liés à l'ingestion de plastique. Effectivement. Donc, est-ce que On va se le transformer fait de recycler les panneaux solaires maintenant, L'informatique, c'est bon, c'est fini, quoi. Azure, c'est has-been, maintenant on parle des sachets plastiques Franprix. Vas-y, c'est parti. Ah, après on peut... c'est qu'en plus, Franchement, c'est des sujets super intéressants, mais effectivement, je pense que la CIP, on n'est pas qualifié pour ça. C'est ça, on peut Et pas... maintenant, parlons du cancer. C'est ça, il faut savoir être humble quand même et rester un petit peu dans nos domaines. Allez, maintenant on parle du vaccin, pour ou contre. Allez, un petit sondage. Sinon, juste les mix, merci pour l'update sur le, j'allais dire le recycle, la recyclerie. Bah, merci surtout à Axel Info et le Dilé qui tous les deux ont remonté l'information également. Hein. Et ben merci au chat alors. Et c'est le Alex de notre Discord hein, qui était là. Ouais, c'est Alex, pas Axel. Hein. Ouais. Ouais. Et il y a Dubos qui dit quoi quand tu compares ce qu'une cellule photovoltaïque produit en production par rapport à la quantité d'énergie que demande la fabrication, le gain est minime. Le gain est peut-être minime, mais il est quand même supérieur à 0. C'est quand même ça l'important. Alors, je suis d'accord, il est aujourd'hui trop faible. Et entre autres, c'est ce que tu montrais. Est-ce que tu peux revenir en arrière sur la présentation, puisque tu avais un beau diagramme à un moment là sur le... Je crois que tu avais... je sais plus sur... Si j'y arrive, parce que c'est du Microsoft. Hein. Bah, avec les flèches, tu peux normalement. Mais bon. Mais tu vas te calmer avec ça. Je vais t'apprendre à le faire fonctionner avec un vrai navigateur déjà. Ouais, mais moi je suis sur Linux, je suis du pur sang, moi. Bah ouais, mais bon, le sang contaminé, c'est pas le pur. Hein. Ouais, mais le sang non contaminé, c'est celui qui résiste le moins. Hein. Il disparaît au long terme. Oh là là. Oui, non mais t'inquiète pas, plus tard, on en parlera plus de Linux. Ouais, c'est ça en tout cas que y a des gens qui suivent plutôt ça bien, hein, que ce soit Elodie ou Alex, les deux nous disent que oui, on est passé alors de 20 ans pour les panneaux à 60, donc déjà ça change pas mal la donne. On est passé, les technos elles montent aussi en termes de rendement, enfin bref, il y a des choses qui bougent quand même, c'est pas statique et pareil la consommation d'eau je pense que c'est effectivement un problème mais parce que là tu parles que de la consommation d'eau après tout dépend de qu'est-ce qu'on cherche à réduire effectivement c'est toujours le même problème si on cherche à réduire à la fois l'eau, l'émission de CO2 et à la fois la consommation de ressources primaires, par exemple le métal, ce que tu veux d'autre, bah il n'y a pas d'autre solution que d'arrêter de consommer. Enfin, que de réduire au maximum ce qu'on consomme. Il y en a pas d'autre. On pourra faire ce qu'on voudra, on n'aura jamais de technologie qui permettra de faire mieux. Par contre... Vous savez quoi, si vous voulez réduire votre consommation, coupez ce live Twitch. Ouais, je suis d'accord. Adieu les abonnés. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit j'essaye de suivre ce que... C'est compliqué juste par rapport à cette petite phrase que j'ai dit, c'est-à-dire juste la connaissance, le partage que tu as dans tous les sens. Juste, bon, là, franchement, je suis vraiment super content de ce live. T'es arrivé avec ton sujet qui sort de l'espace, mais vraiment,
n'a rien à voir avec ce quoi on discute d'habitude, mais vraiment content. Et reviens quand tu veux. De toute façon, le live Twitch, tout ça, dès que tu as un sujet, c'est open bar pour tous les IT Monkeys qui sont là. Hein. Donc, Je vais essayer de ramener quelqu'un sur le serveur, je vous garantis rien, s'il peut vous faire une petite intervention sur l'écologie qui est beaucoup plus qu'avec moi. mais est-ce que tu peux garder un rapport avec l'informatique quand même? Il est informaticien de base. Oui, mais c'est Non, mais- pas, c'est pas le. Parce que moi, je peux te parler de la bière, hein, mais ça va être compliqué de mettre. Ouais. Non, mais il est informaticien, je pense qu'il aura beaucoup plus de réponses et d'éléments à apporter au débat et de lumière à apporter au débat que moi j'ai pu. Moi j'ai été là juste pour soulever un débat et apporter un jour sur les problèmes écologiques dans l'informatique, mais lui peut peut-être avoir un autre point de vue. Bah, en tous les cas, c'était pas inintéressant et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez lancer, mais qui ont quand même un rapport avec l'informatique, hein, n'hésitez pas à nous les suggérer et à venir à venir participer. Le diapo, est-ce qu'il est disponible quelque part? Je suppose que tu peux le partager sur le Discord. Je l'ai envoyé à Osborne, vous le spammez lui pour l'avoir. Ok. C'est le. Ça- Poste-le dans la Oui. taverne ou dans Twitch. Après, il me semble qu'il y avait des erreurs à certains endroits, ou en tout cas... Le PowerPoint n'est pas exact, encore une fois, et j'en suis désolé. Là, bah, pas de soucis. Parce que j'avouerai que j'ai pas toutes les connaissances sur le sujet, que j'ai beau de me documenter, je reste jeune et stupide, si je puis dire. J'essaye de me documenter un maximum pour développer de façon plus verte. Et d'ailleurs, Le PowerPoint, je vous le drop dans Twitch, sur le Discord. sur Discord, dans le salon Twitch, parfait. Et juste un petit truc pour ceux qui sont là et qui ne te connaissent pas, vu qu'on ne te connaît pas non plus. Une petite présentation rapide. Tu viens d'où? Tu fais quoi? Alors moi, c'est Cyprien Taïb. Je me suis intéressé à l'informatique pour faire chier mon papy à l'origine. C'est original. Oui, voilà, c'est très original. Et puis finalement, ça m'a plu et je me suis perdu dedans, corps et âme, principalement en Python. Mais derrière, je me suis intéressé à Docker, à Kubernetes, à Vutify Comment t'es et passé à des technologies plus obscures encore, comme du C++. Excuse-moi, tu parlais tu t'es mis à l'écologie pour faire chier ton papy et t'es arrivé sur Non, à l'informatique. l'informatique. Ah, l'informatique, autant pour moi. Informatique. Puis je suis rentré à l'EPITA, mais ça s'est mal passé parce que ça me correspondait pas à ceci, cela. J'ai rencontré un prof à moi qui est profondément écologiste et qui est une association écologiste. Et j'ai commencé à m'intéresser fortement à l'écologiste et ça date de... ça va faire un an cette année. Ça va faire un an, là, dans 2 jours, que je m'intéresse vraiment au sujet de l'écologie. J'ai commencé à particulièrement regarder combien coûtait quand j'ai réalisé à quel point on n'agissait pas pour notre planète et à quel point finalement on s'en foutait de notre planète. Je me suis passionné pour ce sujet et j'ai vu qu'il y avait plein d'aspects dedans, de toutes sortes. Et j'ai beau être en seconde année de Supinfo, je me dis c'est maintenant qu'il faut que j'agisse, puisque c'est maintenant que je prépare mon futur, c'est maintenant que je prépare le futur de mes enfants si j'en ai, c'est maintenant que ma vie dans 50 ans va se faire. Après, pour rebondir sur ce que dit Calimero et pour me faire un bon ami, si tu veux faire quelque chose pour la planète, déjà commence par oublier Python et Docker, hein, parce que Python c'est de l'interpréter, donc ça consomme forcément plus de ressources que si tu compilais une fois pour tout ton programme. Et Docker, si tu peux t'en passer et avoir directement ton appli qui tourne, enfin tes applis qui tournent, ça consommera aussi moins que d'utiliser des conteneurs. Mais après, c'était du troll plus qu'autre chose. Non, mais je sais bien. De toute façon, j'ai commencé à apprendre l'Elixir et comme je te le disais, le C++, c'est ce qui compile le Haskell, ce qui fait partie du compilo de Haskell, qui est le langage noyau de Linux. D'accord. Un des langages noyaux de Linux. Absolument avec le rien. C. Absolument rien à voir, mais vu que t'es de Supinfo, préviens-moi quand tu sors de l'école. Bon, j'ai une secte Supinfo à Microsoft. Ah, d'accord. Ou dans plein de boîtes, hein, Cisco, Red Hat, Suze. Moi, je vais te faire rire. Hein J'ai une légère dent contre Microsoft. Non mais calme-toi. Hein. Et si je peux le faire chez de l'intérieur, ça m'intéresse fortement. Allez, vas-y, explique comment on va pouvoir t'expliquer que Microsoft c'est bien. Vas-y. Allez, on passe au deuxième débat de la soirée. Pour ou contre Microsoft?
Je vais sortir Louis Skill. Attends, ouais. Ouh la vache. Une dent pourquoi? Ouais, Eh ben, alors, tu vas nous expliquer la dent pourquoi, mais je pense que je sais répondre à la question également, mais il y a Calimero qui dit qu'il est pontre. Il y a des raisons toutes simples. Il est pontre. toutes simples. Allez, vas-y, vite fait. Franchement, là, je suis chaud, je peux passer la soirée, vas-y. Allez, il est chaud, Alors, c'est moi, il y a parti. des raisons toutes simples. C'est que sur mon Windows, je voulais changer de noyau pour supprimer un fichier système de Windows. Ça va être compliqué, hein, déjà. Je voulais, à l'origine, installer un langage de programmation obscur. Je voulais faire du fonctionnal. Vous connaissez le langage. Sauf que ce langage ne s'installait pas sur mon système Windows, puisque c'était un système Windows... j'étais en Windows 8 et il fallait un Windows 7, ou un Windows XP. Langage trop vieux. Et sur Linux, ça marchait beaucoup mieux, bizarrement. Premier point qui fait que j'ai une petite dent contre Microsoft. Et donc j'ai voulu changer le système de façon à pouvoir apprendre le fonctionnal. Suite à ça, quand j'ai commencé à découvrir Docker, j'ai découvert que je pouvais pas mettre Docker sur Windows directement à proprement parler, que je devais me faire chier à passer par des VM, des ceci, des cela, et je ne pouvais pas installer Docker parce que j'étais pas en Windows professionnel. Ah, des problèmes de... Point. Et troisième point, Windows est très cher, hors de prix pour des systèmes bureautiques qui sont basés sur Linux, qui sont beaucoup mieux. Utiliser beaucoup plus simple, je trouve. Et je trouve, maintenant que je développe sur informatique, et que j'utilise Windows au quotidien et Linux, que en termes environnemental, Linux me casse beaucoup moins les dents sur les mises à jour et tout ça, et fait beaucoup moins, et donc j'ai l'impression d'être un peu plus green à utiliser Linux que d'utiliser Windows. Alors vous pourrez toujours juger de mon choix d'OS Linux. Vas-y, balance ton OS. Linux. Manjaro. Manjaro. Jamais testé Manjaro, j'avoue. Pourtant, je suis très Linux. Ouais, pareil. Jamais touché. Par contre... j'ai testé... Vas-y. J'ai testé Black Arch, j'ai testé Manjaro, j'ai testé Ubuntu, j'ai testé Debian, j'ai testé Fedora. Voilà. Ah bah tiens, il y a Alex qui dit, lui, qu'il a une dent contre la communauté Linux. Ça m'intéresse ça aussi, moi. À l'époque de ses études, il s'est fait bâcher sur les forums quand il posait des questions légitimes pour débuter. Voilà, alors, honnêtement, les forums, que ce soit des forums Linux, des forums Windows, des forums ce que tu veux, les forums, pour moi, c'est la jungle et j'y mets pas les pieds parce qu'en général, t'as toujours des gens pour te dire va lire le manuel, tu fais chier avec tes questions, mais les gens, je sais pas pourquoi ils perdent de l'énergie à répondre ce genre de choses, soit ils répondent pas, et puis c'est tout, soit ils répondent à la question. Fucking manuel. Bah, je veux dire, ça fait avancer personne, ça utilise des ressources pour rien, pour la planète. Au lieu de faire ce genre de réflexion, bah, abstenez-vous de répondre. Ça sera beaucoup mieux, quel que soit l'endroit. Même en dehors de ça, et en dehors de ça, je vais parler purement psychologie. Un autre domaine que j'aime bien, pas pour les mêmes raisons. Si toi, demain, tu as envie de débuter un langage, alors toi, je parle de toi comme n'importe quelle personne qui pourrait être sur ce live, et que tu fais une andouillerie, par exemple, tu as une condition ternaire, tu mets true, if, condition, else, false. C'est totalement stupide de faire ça, et que tu as un problème, et que tu as quelqu'un qui te dit juste ton code il est dégueulasse, il est faux. Alors que toi, t'es juste là pour apprendre, hein. T'es pas du tout là pour savoir si ton code est joli, s'il est bien présenté, ou ceci ou cela. Ça va être plus cassant, ça va... casser les gens qui peuvent être potentiellement très bons et finalement, par sérendipité, apporter une solution à un problème qu'on n'aurait pas pensé. Et ça n'avance ni la communauté, ni la personne. Donc, quand on a ce genre de réflexion, il faut essayer de passer au-delà et essayer de devenir meilleur et ne pas s'arrêter à ces réflexions-là. Si toi, tu débutais sur Linux, plutôt que t'arrêter au forum et à dire ah gna gna, ils m'ont craché à la gueule, je me suis fait pisser dessus littéralement par les gens du forum, bah non, faut que tu essayes de t'accrocher, de passer au-delà, parce que c'est de la découverte. Quand tu apprends à marcher, tu te pètes la gueule 2, 3, 4 fois, 10 fois, 15 fois, 100 fois, j'en sais rien, au bout d'un moment, tu sais marcher, ça devient naturel. Au début, j'avais peur de passer 100% sur Linux et j'avais toujours mon Windows à côté parce que j'avais peur de ne pas savoir utiliser un terminal. Maintenant, j'utilise que le terminal. Là, sur mon PC, j'ai 3 terminals d'ouvert. Ouais.
Mais de toute Là, façon, c'était maintenant contre les souris. ce débat par rapport à Linux VS Windows, il existe depuis une vingtaine d'années, on en a déjà parlé plusieurs fois. Il a pour moi plus autant d'intérêt qu'il n'en a eu ou en tout cas il est moins vrai aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque, parce que chacun a su évoluer dans une direction bien sûr qui n'est pas la même, mais pour arriver à des résultats qui sont les mêmes. Ce qui était reproché principalement à Microsoft pendant longtemps, c'était son abus de position dominante qui a été pendant longtemps cassé, enfin qui a été au moins contrôlé, on va dire. Peut-être le manque un petit peu de documentation et l'obscurité, on va dire, du système, ce qui est plus du tout vrai aujourd'hui, ou en tout cas beaucoup moins vrai aujourd'hui. Et Linux, à contrario, il y a beaucoup de gens qui lui reprochaient d'être pas assez sexy, de manquer d'applications, de manquer de plein de choses. Et c'est pareil, ça a un petit peu disparu. Donc, ou en tout cas, ça s'est pas mal réduit. Donc, dans les deux cas, les deux systèmes se sont quand même d'une certaine manière rapprochés, bien qu'ils ont chacun leurs caractéristiques. Et au final, aujourd'hui, je dirais que tout le monde peut y trouver son bonheur d'un côté comme de l'autre. Et juste pour faire chier le monde, il y a Alex qui dit « Et vous pensez quoi de macOS ?» Pour moi, c'est de la merde. Non, mais après... Alors, sur macOS, Attends. j'ai découvert... Cyprien, juste une petite seconde, juste pour la philosophie, puisqu'on a parlé de plein de choses qui ramènent juste à la partie IT Monkeys. Sur tout ce qui est Discord IT Monkeys, le but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas de discrimination par rapport à macOS, machin, Windows. Bon, là, on le dit en live sous le ton de l'humour, mais Windows, macOS, Linux, effectivement. On interdit les débats stériles là-dessus. Si t'aimes pas Windows, c'est très bien, parce que ça ne répond pas à ton besoin. Si effectivement tu avais besoin de le faire tourner un langage, tu n'as pas réussi, alors que c'était beaucoup plus simple. Comme faire du C, du C++, c'est beaucoup plus simple, c'est natif sur Linux. Autant aller sur du Linux, très bien, quand bien même tu peux le faire à côté. C'est simplement que l'Emix l'a très très bien résumé, il n'y a plus de débat Linux aussi. Prends le système qui répond le mieux à ton besoin. Demain, potentiellement, pour un poste client, pour un serveur, pour tel ou tel service, Windows ou un service Microsoft plutôt, répondra potentiellement mieux qu'un Linux et inversement proportionnel. D'accord ? Il n'y a plus de ça c'est de la merde, c'est juste ça répond mieux à ce que j'ai besoin. Voilà. C'est le meilleur discours. Quand tu rentreras en entreprise, juste répondre Microsoft c'est de la merde, non. Tu te tires une balle dans le pied tout seul, parce que c'est quand même une grosse part du marché, du même côté que Linux c'est une grosse part du marché et que macOS c'est une grosse part du marché. Dire que c'est de la merde, non, c'est pas une bonne idée pour le futur, entre guillemets. Tu vois, c'est simplement ça que garde ça en tête, que tout le monde il est gentil, tout le monde il fait de son mieux. Et si ton grand-père il est raciste, bah tu l'aimes quand même et tu fais en sorte que il change d'avis, toi. Au-delà de ça, le débat il n'est même pas sur est-ce qu'on est pour ou contre Microsoft au final, ou pour ou contre macOS, ou pour ou contre Linux. J'ai envie de dire, on s'en fout, tu utilises l'OS qui est la plus adaptée, comme tu disais. C'est plutôt, est-ce que vous trouvez ça, entre guillemets, normal que les trois plus gros systèmes d'exploitation, il n'y ait que 3 gros systèmes d'exploitation et qu'on n'ait pas le choix de passer sur, je sais pas, du Osborne comme système d'exploitation, et que ce soit un truc encore différent. Il n'y a pas plus de diversité dans ce milieu. Dans ce cas-là, je virais le E de Osborne. Comme ça, ce serait OSborne. Pas mal. Il aurait fallu que j'arrive un peu plus tôt. Mais alors, attends, juste pour reprendre sérieusement ta question, je comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire par t'as pas le droit? Bien sûr que t'as le droit, si tu veux travailler sous FreeBSD, je vois pas où est le problème, à partir du moment où... Enfin, ça dépend ce que t'appelles le choix. Chez toi, tu peux installer ce que tu veux. Là où, d'ailleurs, pour revenir au débat Microsoft, machin, tout ça, un des trucs qui a été reproché, et pas parce que c'était faux, parce que c'était vrai, à Microsoft, c'est qu'à une époque, ils obligeaient les constructeurs de matériel à fournir des licences Windows et donc à faire payer l'utilisateur une licence Windows cachée dans le prix du matériel. Et donc ça empêchait la concurrence loyale, on va dire, des différents systèmes d'exploitation. Et ça a été un vrai problème. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, à ma connaissance, même si c'est quand même à peu près tout le temps le cas qu'on a Windows fourni, quoi. Mais on peut au moins maintenant choisir, de plus en plus en tout cas.
Ouais, en tout cas, j'aime bien les commentaires du chat avec j'adhère 100%, machin. Au moins, on a. Le but du jeu, c'est d'avoir une bonne population de mecs ouverts au niveau de cette petite communauté IT Monkeys. Et d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais sur les forums, en mode t'as été dénigré, ou je sais plus qui disait ça, c'était Alex qui disait côté Linux. Posez votre question sur le Discord. Nous, on fait pas ça. Que du love. Et en dehors de ça, la vraie question, si on veut relancer le débat de Microsoft vs Linux, Mais non, on veut pas. le moins entre les deux. De quoi? Qu'est-ce qui pollue le moins entre Linux Ah bah, on en revient au même problème, c'est qu'il faudra avoir une méthode pour pouvoir le mesurer, et tant qu'on n'a pas de méthode qui fait consensus sur comment mesurer ça et qu'on ne l'a pas mesuré, et j'imagine qu'en plus la réponse sera bien plus complexe que oui, c'est celui-là le meilleur et ou c'est l'autre le meilleur, ça dépendra sans doute de ton usage, j'imagine, mais Pour la consommation? ouais. Ah bah pour la consommation Linux, hein, tu peux rien faire. Le Ah bah troll. voilà, Non, donc, Osborne, non, c'est non, Linux. je suis pas d'accord avec toi, Osborne. Je le dirais autrement, mais c'est vrai ce que tu dis, mais pas complètement. C'est pas tu peux rien faire, c'est tu peux choisir de ne rien faire, ce qui est pas la même chose. Alors que sur Exactement. Windows, jusqu'à il y a pas si longtemps, t'étais, en tout cas sur un Windows End User, t'es toujours obligé, par exemple, d'avoir l'interface graphique. Sur un Windows Server, t'as moins d'interface graphique maintenant, mais t'as quand même une interface graphique, hein. Ouais, c'est vrai, t'as un terminal graphique. Oui, c'est vrai, t'as quand même un terminal graphique quelque part. Mais oui. Et je comprends pas pourquoi ils sont pas allés jusqu'au bout, quoi. Ils auraient pu enlever carrément et avoir un écran noir, quoi. Oui, non mais alors qu'on soit bien clair, c'était mode troll. Il faudrait que je switch sur Snap Camera avec une vieille face de troll pour faire ça. Non, mais y a pas de truc. Effectivement, je pense qu'avec Linux, tu peux arriver à consommer bien fort aussi, hein, si t'as envie. Ah, on a une vraie bonne question du côté du chat de Loki77 qui dit: selon vous, quel est le langage le plus adapté pour un débutant, pour quelqu'un qui voudrait s'orienter vers la création de jeux de plateau et pour la conception de jeux 3D? Et bah, C'est Sharp. Pour au moins deux raisons. C'est Sharp, c'est Unreal Engine. Certes, on va dire que ça pollue et tout ça, mais avec Unreal Engine, avec Blender, bah, on fait tout aujourd'hui. Absolument tout et n'importe quoi. Non, mais alors après, simplement si t'es vraiment un noob, alors mais ça c'est mon discours. Après, t'as trois avis différents ce soir. Commencez par le C. Pour moi, le C, c'est la base de la vie. Une fois que tu as maîtrisé le C, les algos, tout ce qui va bien, tu passes au C++ pour te bouffer le modèle objet. Et après, effectivement, partir sur du C# ou n'importe quoi. En fait, tu auras les bases d'un petit peu tout. Après, tu auras des équivalences sur tous les langages. Après, juste évite le Java. Voilà, c'était ma... Alors, je suis pas d'accord. Moi, je dis, tu dois faire du Java. Non, ça c'était juste pour troller Osborne, parce que pour du développement... Au-delà du troll, on peut enlever le Java pour la consommation. Vraiment, avec la JVM. Non, c'est plus vrai, c'est plus vrai. Honnêtement, vraiment, ça Oh, ne l'est plus. arrête. Oh, Attends, j'écris des applis Java depuis des années. Mon appli, elle consomme 50 mégas de RAM. Hein. Tu m'excuseras, c'est difficile de faire moins. Donc. Ouais, mais ton appli en JavaScript ou en C, elle va consommer 2 fois moins. Alors bon. Mais non, tu m'as déçu sur ta réponse, Osborne. Déjà parce que t'es pas corporate. Non mais c'est pas ça, t'es pas corporate, parce que dire aux gens de faire du C en 2022, hein, je suis désolé. Une base. Non, c'était une base, je suis d'accord, mais honnêtement... Franchement, je voulais vraiment partir sur les bases, je dirais fais de l'assembleur, tu comprendras bien comment ça marche. Mais c'est useless quand même. Mais le C, pour moi, c'est pareil, c'est devenu useless. Je suis d'accord, on est passé par là, et je regrette pas d'être passé par là. Mais par contre, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus utile, et ça ne t'apportera rien. Par contre, pour répondre... L'algo, quand même, juste pour l'algo. Mais l'algo, c'est de l'algo, hein. L'algo, que tu le fasses en C, en ce que tu veux, c'est de l'algo. Hein. Ah oui, alors je précise mon truc. Les bouquins de C, le petit Richie là qui a fait son petit bouquin, il est top, tu vois. C'est juste ça se lit mais comme du petit lait quoi. J'ai presque envie de le relire comme Matrix quoi.
Non mais ça m'a étonné que tu dises pas du C#, et en plus moi je serais même allé plus loin, j'aurais dit du C# en utilisant Copilot de GitHub pour t'aider à générer le code. Comme ça je restais complètement corporate avec Microsoft, avec de l'OpenID, tout ça. Et d'ailleurs, on pourrait conseiller à tout le monde de se mettre dans la liste d'attente dès maintenant si vous voulez l'utiliser. Non, n'y allez pas, moi je veux ma place, n'y allez pas tout de suite. Non, on en reparlera de cette histoire, on reparlera enfin pour moi ça peut être un sujet intéressant de parler un peu d'IA. Si tu peux inviter, si tu penses qu'elle peut venir chez nous après être passée chez Underscore, ta collègue qui parle très bien d'IA. Je peux t'inviter le Global Black Belt. Donc quand je t'ai dit c'est le ceinture noire GitHub. D'ailleurs tu tapes Louis-Guillaume Morand sur Google. Il a fait un bouquin absolument génial sur GitHub, GitHub Action. Et donc du coup si même lui il n'a pas la place pour rentrer là-dedans, c'est que ils sont full là. Bah en tout cas ouais, avec plaisir, invite-le. Mais ouais, en tout cas, pour commencer, Unity ou Unreal, les deux sont bien, et si tu veux faire du jeu, te fatigue pas, prends l'un des deux, et dans les deux cas, tu seras pas déçu. Pour moi. Et en dehors de ça, je vais troll un petit peu. Au pire des cas, en Allemagne, et on passe sur Linux. C'est comme du petit lait, man. Par contre, on ne t'entend plus. Hop là. J'ai une vraie question. Non, il te troll. J'ai une vraie question à Osborne, mais il saura peut-être pas y répondre. Déjà, j'ai eu une révélation il y a pas longtemps. J'ai commencé à regarder et je vous invite à le faire parce que c'est vachement intéressant. Ils ont sorti Microsoft des vidéos sur la création de la Xbox. Ils ont sorti une série en fait je crois c'est 6 épisodes qui sont sur YouTube je crois, sur l'histoire d'Xbox et la genèse du projet. Et j'ai eu la révélation en voyant la première vidéo, parce que j'ai pas regardé les autres pour l'instant. Déjà j'avais jamais calé que si ça s'appelait Xbox c'était pas à cause de DirectX. Je sais c'est con comme truc, mais j'y avais même pas pensé. Ouais, et le truc le plus étonnant, c'est que c'est la seule chose de bien qu'a fait Steve Ballmer quand il est arrivé après Bill Gates. De quoi, DirectX ou la Xbox? Non, la Xbox. Ouais. Il est arrivé en mode gros port, en mode on n'est pas sur le jeu vidéo, c'est parti, on y va. Le truc à perte pendant des années. Ouais, alors si tu regardes justement le premier reportage, tu verras que Bill Gates était encore de la partie. Consultant pendant un moment. Mais en particulier sur le lancement et le choix. D'ailleurs, je ne savais pas que vous avez une pratique assez particulière chez Microsoft qui est de confier certains projets à deux équipes en parallèle et les mettre en concurrence, entre guillemets. Et c'est ce qui s'est passé sur la Xbox, entre autres. Ouais, ça marche encore actuellement. Alors ça, je devrais peut-être pas trop le dire. Non, mais c'est pas étonnant en même temps. Hein. Je vais pas le dire. Non, mais offline, ceux qui veulent. Non, mais donne pas d'exemple, mais en tout cas, là, en l'occurrence, ils expliquent dans le reportage, dans leur truc, qu'il y avait l'équipe d'un côté qui s'occupait de Windows CE, qui d'ailleurs est mort depuis longtemps et enterré, et c'est pas plus mal. Et de l'autre. On va cracher sur leur tombe de temps en temps. Ouais, tu peux. Et de l'autre côté, il y avait l'équipe DirectX et les deux ont tous les deux voulu aller vers le jeu vidéo. Bon, une plus que l'autre quand même, et c'est l'équipe DirectX qui a gagné au final. Avec des idées quand même de l'équipe de Windows CE malgré tout quand même. Il y a quand même eu un petit peu une espèce de fusion à un moment entre les deux. Ouais, genre ils ont essayé de tirer des trucs du cadavre. Oh, il te reste une dent en or, allez. Je vais vous partager pour ceux que ça intéresse la première vidéo et vous chercherez les autres parce que vraiment je trouve que c'est vraiment très intéressant c'est très. Après c'est sans doute vu que c'est directement Microsoft qui a fait qui a écrit sa propre histoire. Peut-être qu'elle est arrangée, on va dire, enfin arrangée sur certains aspects. Peut-être qu'en vrai, ceux qui l'ont vécu de l'intérieur vous diront que ils n'ont pas totalement tout dit dedans, mais ça n'empêche que ça reste intéressant. Eh ben écoute, je viens de le partager. C'est Power On, ça s'appelle la série. Ok, bah feu.
Ce qui C'est est ça. dingue à propos de la série Microsoft, c'est que Microsoft, quand tu lis sur l'écologie et tout ça, et c'est ça qui m'a fait vraiment câbler entre guillemets, et qui m'a vraiment fait complètement pencher sur les sujets écologiques et tout ça, c'est que particulièrement Bill Gates, c'était au courant des sujets écologiques. Et attention, je vais faire un compliment Osborne à Microsoft. Attends, J'en faire qu'un. c'est pour moi. Faut pas dire, mon bonnet est absolument magnifique, ça c'est pour moi. Gates avait dit je ne veux pas de cette technologie-là pour mes enfants, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises. Et il avait dit aussi cette technologie à l'avenir nous causera notre perte et causera le plus gros problème écologique de notre avenir. Et finalement, on retrouve assez peu puisqu'il a dit qu'une seule fois, et parce que ça a été très mal perçu par ses comités d'entreprise, et c'est ceci et c'est cela, et ça a été un peu perdu aux oubliettes avec la sortie de la Xbox, le ceci, le cela. Bref, en tous les cas, je pense que pour ce soir, on a fait un bon retour, n'est-ce pas? Alors perso, j'ai adoré ce petit live, je me suis bien barré. Pareil, C'était atypique par rapport à ce qu'on fait d'habitude, et merci Cyprien pour ça. c'est ça. Et puis, reviens la prochaine fois, puisque effectivement, je pense que tu as plein de choses à dire sur plein de sujets, et c'est cool. Voilà. Attends, faut que j'ai une idée de sujet et que j'ai un truc que Ah j'ai non, mais sur t'es le pas feu. obligé à chaque fois de présenter un truc, hein. D'avoir un sujet ou de le présenter, effectivement. On prend On peut parler de l'impact avec un sujet, puis après au on enchaîne. KML dans l'aéronautique. L'aéronautique. Ouais. Vous savez que dans l'informatique, il y a un langage qui s'appelle le OCaml, qui a été beaucoup utilisé pour l'A380. Non, je ne le savais pas. Je l'avoue, je le confesse. Ah ouais, il y a Et, des choses. ce langage, j'étais en train de me remémorer la chose, et ce langage aurait causé une surconsommation de kérosène sur la 380. Ouais, alors il faut que tu saches qu'on y est absolument pour rien, d'accord? Et c'est Microsoft ou Camel? Ah bon? Ah, je savais pas. Microsoft, je parlais moi à titre perso. Totalement. C'est des gens qui se sont dit ils nous ont cassé les dents là avec Monsieur Microsoft. On va faire un autre langage en parallèle, bien mieux. Ouais. Donc c'est des mecs. Dans tous les cas, je n'ai plus de batterie, donc si ça vous dit qu'on se dise au revoir, ou sinon je vous abandonne lâchement le temps de Non, mais recharger un petit peu. effectivement, on va s'en regarder pour la semaine prochaine. Merci en tout cas à tous ceux qui étaient présents du côté de Twitch pour nous regarder. J'espère que vous serez au moins 2 fois plus nombreux la semaine prochaine. On se retrouve donc mardi prochain à la même heure à 20h. Le sujet reste à définir. Alors on avait dit lors de la précédente saison qu'on essaierait d'alterner peut-être des formats comme celui-là, des formats peut-être avec plus de réalisation technique, et peut-être qu'on pourrait la semaine prochaine, si vous êtes d'accord et si ça vous intéresse, se faire une installation en live par exemple d'une Debian et d'essayer après de la customiser pour tenir compte des préconisations de l'ANSSI, DNC, je sais que l'ANSI si tu veux, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et, du coup, il y a Alex, je pense qu'il sera chaud pour passer. Hein, Ouais, ça aussi, ouais. On installe une Debian et on colle un skin Windows. Ouais, ça peut être drôle aussi, ça. On peut se le faire, moi je suis chaud. On pourrait faire l'inverse aussi, parce que c'est possible. On peut faire aussi l'install d'un Windows où on colle un skin Linux. Ça peut être drôle aussi. Et on pourra faire effectivement un petit sujet Windows Subsystem for Linux WSL. Là. Mais il faudrait inviter pour ça Étienne aussi, il est bien chaud là-dessus. On a plein de choses encore à proposer dans les prochaines semaines. Tout comme on doit aussi inviter Inforéa, comme on en avait parlé. Tout comme on doit encore... reste... et ouais, domotique aussi. On avait dit qu'il faudrait qu'on parle de domotique et en particulier... Ça, j'ai tellement de questions sur plein de choses. Ouais, on peut se faire... on voit d'ici là. Ça sera la surprise la semaine prochaine, quel sera le sujet. Mais en tout cas, on sera là. Et tous les gens qui sont là, venez sur Discord. Il y a un petit salon Twitch et balancez les différents sujets que vous voulez pour la semaine prochaine. Si vous voulez être intervenant sur le truc, venez, on rigole. C'est ça.
S'il vous plaît. Si vous avez un cochon d'Inde, une bière ou un fond vert, vous êtes dans la team, quoi. Il faut en avoir minimum 2, hein, je tiens à le préciser. Ils sont tous les deux là en train de me faire des papouilles depuis tout à l'heure. Voilà, c'était la fin. C'était la fin. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Si vous voulez nous rejoindre dans le Discord, vous pouvez venir dans Blabla Apéro si vous le souhaitez. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine à 20h. Ciao. Ciao.